Je me lance. Alors j'appelle à la sainte table. Dans l'ordre, Jodel, tu vas reprendre une place. Je vais m'installer. Alors Jodel, Zetlaoui Léger, urbaniste, enseignante, chercheur à l'ENSA Paris-La Villette. Voilà, ici. Ensuite, Jean-Didier Laforgue, architecte, urbaniste, programmiste, professeur associé au Master Aménagement Paris 1, la Sorbonne. Merci Jean-Didier, je ne l'avais pas salué, j'ai l'impression au début. Et Bruno Lugaz, notre représentant, digne représentant des CAUE, puisque les CAUE aujourd'hui sont sur la brèche dans le cadre de ce week-end sur l'architecture. Ils ont monté des tas de projets et d'expositions. J'ai reçu une dizaine de SMS ce matin me souhaitant bon anniversaire à la MIC et au Mickey. Et en l'occurrence, ils sont sur la brèche. Voilà. Et enfin, bien sûr, j'appelle François Meunier, qui est architecte, urbaniste, programmiste, enseignant à la nouvelle école d'urbanisme de Paris et cofondateur des matinales d'aptitudes urbaines. Bon, excusez-moi pour le billet d'humeur de tout à l'heure, mais la MIC, ce sont 5 experts actuellement. On fait ce qu'on peut, mais dans l'ensemble, partout où je vais, on est quand même connu. Bon, on intervient auprès de toutes les écoles d'architecture en HM ou NP. Demain, je serai à l'école de Versailles. On fait ce qu'on peut. Voilà. On n'est que 5. Voilà. C'est dit. Alors maintenant, on va parler des champs que l'on essaie d'investiguer à la MIC, parce que on a bien compris que la MIC, l'architecture, la MOP, c'était gagné, mais pas tout à fait, qu'il y avait encore du travail, il fallait se mobiliser, notamment sur le logement. Mais ce qu'on ne sait pas, ce qu'on sait moins, c'est qu'il y a aussi énormément à se mobiliser sur l'angle mort qui existe, ou qui existe, oui, entre la programmation, la planification stratégique et la programmation urbaine, qui elle-même est souvent génératrice de la programmation d'équipement ou de logement. C'est le sujet de cette table ronde, donc un des sujets de la MIC pour le moment. Il y en a d'autres. Hier, on était dans un grand symposium à Saint-Ouen sur la question du paysage et de la relation qui peut exister entre les problématiques de paysage et de planification stratégique et de production de l'espace urbain. Voilà, donc je commence mon propos par un petit propos introductif. L'urbanisme est donc désormais une compétence d'intérêt général, qui a été attribuée dans le cadre de la décentralisation aux collectivités publiques communales ou intercommunales, qui est précieuse pour l'aménagement et la gestion du cadre de vie. Le projet urbain comme lieu de convergence et de synthèse des stratégies pour le territoire caractérise l'ambition politique de la collectivité publique. Ce projet a vocation à donner des orientations à toutes les opérations urbaines qui, en retour, appliquent les arbitrages du projet d'aménagement et de développement durable, du document d'urbanisme qui est débattu au sein du Conseil. Les opérations d'aménagement, et ce, quel qu'en soit leur promoteur, privé ou public, doivent donc, par conséquent, s'arrimer aux règles du document d'urbanisme qui est opposable à tous les publics. De l'importance de construire un document d'urbanisme de qualité. Il est par conséquent impératif que la constitution de la règle résulte d'un débat élargi au public le plus large, qu'elle trouve son inspiration dans un contexte de participation citoyenne et donc que les modalités de son élaboration soient transparentes. Le diagnostic, en l'occurrence, est précieux pour élaborer la stratégie. Il doit forcément être partagé et le débat conclusif en assemblée délibérante doit s'effectuer à l'appui de l'évaluation de la participation citoyenne. Ce débat en faveur du territoire, de son patrimoine et de son dynamisme, mais aussi des habitants et de leur cadre de vie, de leur vie quotidienne, est forcément d'intérêt général et mérite un portage par la collectivité publique en faveur de la collectivité citoyenne. Alors, dans le contexte de transition écologique où nous sommes, la collectivité territoriale est aux premières loges pour organiser et mettre en cohérence les politiques publiques en vue de décider des conditions de production, du cadre de vie et des habitants. Je vais poser ma première question à Jodel Zetlaoui Léger. Jodel, que recommander aux collectivités en charge de l'urbanisme et du cadre de vie en termes de participation des habitants? En quoi la production d'une règle qui doit s'appliquer à tous peut-elle assumer la somme des aspirations de chacun? Vaste débat. En fait, je pense que ce qui est aujourd'hui important, c'est de dépasser l'appréhension, dans tous les sens du terme, appréhension de la question de la participation pour les pouvoirs publics et notamment les collectivités maîtres d'ouvrage, d'arrêter de l'appréhender simplement comme une obligation réglementaire.
même si en France, la question de la réglementation aide beaucoup. On l'a vu encore tout à l'heure sur le sujet de la programmation et des concours. En fait, c'est vrai que on a aujourd'hui un cadre réglementaire qui est vraiment très incitatif, puisqu'on a intégré en préambule de la Constitution depuis 2008 une obligation d'implication des citoyens à l'élaboration des décisions. Donc ce cadre, il existe. Pour autant, il faut que les collectivités, les maîtres d'ouvrage soient véritablement convaincus de l'intérêt pour la qualité du projet et aussi par rapport aux dynamiques de vie qu'ils souhaitent ensuite développer sur leur territoire, d'une implication, d'une diversité d'acteurs. Et ce qu'on constate, en particulier, on a fait dans le cadre de notre laboratoire ces dernières années des recherches sur la participation citoyenne dans les premiers projets d'écoquartier, c'est que, en fait, intégrer via la démarche de programmation, notamment les citoyens dans les processus de projet, eh bien, ça permettait notamment de mieux prendre en considération les ressources du territoire, d'identifier tout un ensemble de potentiels, non seulement par les qualités, j'allais dire, spatiales du territoire, paysagères, etc., mais aussi des envies d'initiative que pouvaient avoir tout un ensemble de citoyens, de membres de la société civile au sens large, pour porter des projets qui vont ensuite permettre à notamment ces écoquartiers de garder des niveaux d'ambition élevés au plan du développement durable. Donc ce qu'on constate notamment, c'est qu'il y a une forte corrélation entre le niveau d'ambition en matière de développement durable, en particulier en prenant ce concept de façon très transversale, et le niveau d'implication des habitants dans le processus de projet, dès l'amont de ce processus de projet et tout au long de son élaboration et ensuite même de sa mise en service, puisqu'on a certains écoquartiers où les habitants jouent un rôle tout à fait moteur dans l'accueil des futurs résidents et dans le développement d'une vie de quartier. Merci Jodelle pour la concision. Donc la participation et ses modalités sont donc un réel préalable, indispensable à toute la démarche, processus de projet. Dans le contexte d'urgence à produire des logements et à moderniser les tissus existants, de nombreux projets voient le jour, mais il semble que les conditions dans lesquelles sont élaborées les opérations nouvelles ne sont pas toujours satisfaisantes, pour les maîtres d'ouvrage en l'occurrence, et que les résultats ne satisfont pas non plus pleinement les nouveaux habitants. Un sentiment de répétition formelle et stylistique est mis en évidence par l'ensemble des acteurs qui dénoncent la rigidité des règles et qui produisent, in fine, des quartiers qui ne répondent pas toujours aux attentes des habitants. Jean-Didier Laforgue. Est-ce que la règle est trop contraignante ? Est-ce plutôt une conséquence de la primauté du dessin IN sur le dessin EIN ? Est-ce plutôt une question d'ordonnancement des actions qui régissent la conception des opérations? Est-ce finalement, plus simplement, une question de méthode pour les maîtres d'ouvrage? Oui, bien sûr, on ne peut que partager ce propos que l'on, notamment, Jodelle parlait des écoquartiers, par exemple. Il y a une très grande uniformité. On a fait des études là-dessus. Un écoquartier à Lille ou à Bordeaux se différencie très peu, alors que la question du local, normalement, c'est un enjeu fort. Donc, on voit bien que la répétition d'un même projet est forcément l'expression de certains blocages. Sans doute, parce qu'en France, on a quand même beaucoup de mal à la fois à travailler avec la maîtrise d'ouvrage et avec les habitants. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est peu inscrit dans les modes de conception. Et du coup, on ne le pose pas comme un objectif, un élément qui pourrait participer d'une réussite du projet, mais plutôt comme une contrainte. La plupart du temps, on essaye de passer à côté des comités de pilotage ou d'éviter les conflits, de ne pas engager de débat avec eux. Les habitants, c'est encore plus caricatural, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une crainte à rencontrer les habitants. Et donc ça, ce sont des questions qui, effectivement, sont des questions souvent liées à la sphère, on va dire, aménageurs, architectes, urbanistes, qui ont une inquiétude à ouvrir le processus de conception,
à la société civile ou aux élus, de sorte qu'on a cette figure assez pénalisante du commanditaire qui est souvent éjecté, l'élu, le politique, hein, la position politique, la lecture de l'enjeu de son territoire qui est éjectée du projet, je parle du projet urbain hein, notamment, hein, bien sûr, et le destinataire qui lui aussi est mis de côté. On connaît la grande phrase de Le Corbusier sur l'incompétence fatale des habitants. Ça reste encore quelque chose de malheureusement qui structure une partie de la manière d'envisager le projet urbain. Et donc on est tous perdants dans cette histoire, parce que c'est certes effectivement quelque chose qui est lié à de la méthode, mais aussi à du positionnement, à un mauvais positionnement des acteurs, de ceux qui prennent la décision, de ceux qui vivront après l'endroit, et de la sphère technique qui est censée rendre possible le lien entre ces grandes décisions politiques, ces grands enjeux de transformation d'un territoire ou de développement, et les attentes, les craintes que peuvent exprimer des habitants. Donc, certainement méthode, et du coup formation, ça a été dit, je ne savais pas qu'il y avait eu à l'origine de la loi MOP des velléités de construire une école de la maîtrise d'ouvrage, donc mais certainement bien sûr formation de maîtrise d'ouvrage, mais formation de la maîtrise d'œuvre à ces nouvelles pratiques qui sont hyper attendues par la société civile, d'échange, de travail avec, et d'ouverture de la conception des bâtiments, effectivement, avec leurs destinataires. Merci pour la concision. Une fois de plus, on est en train de rattraper le temps. Donc, on va voir tout à l'heure que d'où l'émergence d'une profession, hein, les assistants à maîtrise d'ouvrage, de plus en plus professionnalisés. Alors d'ailleurs, la maîtrise d'ouvrage publique, elle a monté ses centres de formation. Le CNFPT tente d'y pourvoir. Troisième point, donc, de la même manière, les territoires subissent avec une certaine violence les effets de la concentration des capitaux dans les grandes métropoles et consécutivement les répercussions malheureuses du desserrement des populations les moins nanties vers les périphéries, les communes et les bourgs satellites qui forment des aires urbaines toujours plus étendues. On a invité le directeur d'un CAUE qui est très touché par le desserrement transfrontalier, hein, c'est le directeur du CAUE de l'Ain qui va nous en parler. Les communes rurales qui se peuplent de rurbains, c'est comme ça qu'on les appelle, doivent faire face en continu à une demande accrue de foncier à bâtir ou de logements devant laquelle la collectivité est forcément souvent démunie et pour lesquels les réponses les plus triviales sont souvent mises en œuvre, à savoir le lotissement. Alors, on va s'y atteler, vous allez voir. Les petites communes sont placées devant des situations difficiles et peinent à se trouver des stratégies de bifurcation face aux solutions de facilité. De fait, elles peuvent quelquefois douter de la capacité des documents d'urbanisme à réorienter la donne et surtout à abandonner les vieilles recettes. Bruno Lugaz. Ça fait 30 ans qu'on se connaît, c'est un ami de 30 ans, Bruno Lugaz. On s'est croisés dans plusieurs CAUE. Les communes sont-elles vraiment en situation de faire face? Et je parle à l'ensemble des communes. 80% des communes sont des communes qui n'ont pas de personnel, hein, d'accord? Est-ce qu'elles sont vraiment conscientes que les documents de planification stratégique peuvent être bien plus que des outils de production d'hypothèses, de gestion du champ des faisables, mais peuvent aussi être potentiellement des moyens pour orienter les projets futurs, pour encourager, voire provoquer des opportunités? Fait-on vraiment de la planification stratégique ou seulement spatiale? Alors la deuxième question, c'est non, on fait du spatial, hein, pas du zonage, mais presque finalement. Au coût sont les PLU, par exemple. C'est vrai que nous, on est tombé à moins de 15 000 euros pour un PLU, on a un exemple, et moins de 100 000 euros pour un PLUI, finalement. Donc voilà, donc, quand on a ce niveau d'exigence, il est moral, effectivement. Par contre, je pense qu'en 40 ans, la société a profondément changé et les élus, ils ont changé même il y a quelques années finalement. Il y a eu un très fort renouvellement et on a affaire à des élus qui ont dû se former de manière très très accélérée. Qui ne connaissent pas l'AMIC, c'est normal. Si vous voulez. Mais moi j'habite Journan, le maire de Journan, il ne connaît pas l'AMIC. Il connaît le CAUE. Enfin, ça c'est normal, si vous voulez, quelque part. Donc nous, on est des relais finalement d'une politique nationale et on doit favoriser la participation du public qui est quand même quelque chose d'assez pauvre en France finalement. Moi, il y a 40 ans, j'étais contre le Larzac, j'étais anti-nucléaire et puis je vois que 40 ans après, bon, il y a le Notre-Dame-des-Landes, et puis on ne sait toujours pas comment on va fermer les centrales nucléaires. Donc si vous voulez, la société avance, finalement. Alors, les élus, ce sont les représentants de la démocratie, enfin, ils sont élus démocratiquement, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même des aspirations sociales qui sont très contradictoires. Et je pense que la question, effectivement, de l'habitat, c'est que ici, dans une salle où il y a très peu d'élus, par exemple, où on est beaucoup plus techniciens, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de décalage. Donc, il y a des élus qui sont compétents,
Moi, dans ma carrière, j'ai eu 6 élus vraiment très très compétents, quoi. Ils la connaissaient plus que moi, il était formé, il voyageait, etc. Il y en a beaucoup qui sont notoirement incompétents, mais c'est pas grave, parce qu'on peut les conseiller, je pense ils peuvent être attentifs. Et puis il y a ceux qui sont, alors souvent compétents, adjoints aux travaux, enfin bon, les bétonneurs du coin, etc. Bon, et là, mais souvent ça peut être des conflits assez intéressants avec eux. Donc je pense que c'est cette dynamique de mise en exergue finalement des conflits qu'il peut y avoir et de la connaissance qu'ils ont du territoire que peut naître une définition un peu intelligente d'une programmation urbaine. Par contre, il y a quelque chose qui nous a quand même beaucoup manqué, c'est le fait que le PADD, le projet d'aménagement et de développement durable, n'existe plus. Hein. Il est passé à la trappe, hein, du fait qu'il est plus obligatoire. Donc c'est vrai que c'était quand même un outil qui, dans les premières années, permettait de favoriser quelque chose d'un peu intelligent, de concerté, etc. Et on a fait un petit peu un retour en arrière. Et avant que tu me coupes la parole, je voudrais dire qu'en 40 ans, ça a été quand même extraordinaire, ces relations qu'on a eues entre les CAUE et la MIC, entre les collectivités locales, ce niveau de confiance qui s'est créé. Alors après, sur les 40 ans, il y a eu des hauts et puis il y a eu des bas. C'est vrai que la décentralisation maintenant, elle produit des effets qui sont relativement pervers. Il n'y a quasiment plus de concours, ça je suis d'accord finalement. Les jurés sont la plupart du temps phagocytaires. Moi j'ai la chance d'habiter à côté de la Suisse. La Suisse, par exemple, les jurys sont uniquement professionnels. Et ils livrent aux élus le fait, écoutez, voilà, on a discuté pendant 3 jours et 3 nuits de quel était le meilleur projet, mais quels sont les vrais arguments. Hein, voilà, donc, oui, et puis j'ai travaillé également à côté de l'Italie, où les Italiens, qui ont une culture architecturale supérieure à la nôtre, mais alors ils nous envient la MIC, les CAUE, etc. Quoi, finalement, parce qu'ils sont dans une pauvreté de commande publique qui est pire que nous. Quoi, voilà. Alors si on nous envie finalement, c'est pas mal. Ça veut dire que aussi les outils sont bien là, ils sont tous en présence. Hier, j'étais à l'atelier des territoires, on nous dit que les outils sont là, ils constituent un millefeuille qui est quelquefois compliqué. Il nous faut donc effectivement les structurer. Il faut des modalités, on sait que les modalités pratiques font défaut. On dit que la ville a, semble-t-il, besoin de méthodes, qu'il lui faut des professionnels, et que les maîtrises d'ouvrage, elles aussi, doivent se professionnaliser. La programmation s'immisce quelque peu dans les documents d'urbanistes et les orientations d'aménagement et de programmation y contribuent, les fameuses OAP de Grenelle. Mais la programmation semble aspirer à devenir une démarche qui doit structurer le processus plus avant, le processus de conduite de projet. La programmation, elle est stratégique en ce qu'elle permet de formuler le périmètre de la maîtrise d'ouvrage. On sait qu'on a un périmètre qui se complique parce qu'on a des partenaires, on a des contributeurs. Elle est stratégique aussi en ce qu'elle participe à éclairer cet angle mort entre une planification plus ou moins bien faite et une opération à faire vivre. Elle veille à ce titre à garantir la continuité de la collectivité citoyenne. La collectivité n'étant pas toujours maître d'ouvrage, nous ne conservons pas la maîtrise d'ouvrage urbaine pour la confier à un aménageur notamment. Il faut que cette continuité de la collectivité citoyenne et de ses choix politiques, de ses arbitrages. La programmation est stratégique enfin en ce qu'elle recherche un large partage des valeurs du projet, on l'a dit tout à l'heure, les valeurs du diagnostic notamment, en ce qu'elle améliore sensiblement son niveau d'ambition par la dynamique d'acteurs qu'elle met en place, ne serait-ce que pour faire exister l'opération. Dans le contexte où nous sommes de crise économique, l'élaboration des projets s'effectue dans le cadre d'un tour de table économique, les contributions de protagonistes multiples, susceptibles de suppléer aux éventuelles faiblesses de la collectivité et d'exercer à sa place les responsabilités de la maîtrise d'ouvrage. Je me tourne vers François Meunier, qui est programmiste, enseignant à l'école d'urbanisme de Paris. François Meunier, la ville a besoin de méthode, c'est sûr. C'est le slogan des matinales d'aptitudes urbaines, en tout cas. J'ai été grand témoin de ce projet, de très grande ambition, et je peux confirmer que cette expérience de partage qui associe dans un temps qui est très limité, mais très fort, tu as pu participer, Bruno, dans une salle, un jeudi par mois, à la Société française des architectes, et un temps très intéressant qui montre bien, avec l'ensemble du public qui est à la fois apprenant mais en même temps témoin, à quel point, c'est un public large, il y a une nécessité d'ingénierie intégrée, associée, qui est appelée par l'exigence d'un dialogue d'acteurs qui est au centre de la problématique de programmation. Ne serait-ce que parce qu'elle augmente substantiellement, on l'a dit, le niveau d'ambition des maîtres d'ouvrage, que la méthode mérite d'être mise en œuvre. Alors,
quels sont les principaux arguments qui plaident en faveur de la mise en œuvre par la maîtrise d'ouvrage d'une démarche stratégique de programmation? C'est vraiment tout à fait central. Je profite pour dire qu'à l'issue des matinales, et grâce aux matinales d'aptitude urbaine, l'AMIC a été en situation de monter un groupe de pilotage, d'animer une vraie discussion qui a duré fort longtemps. Moi, j'ai pour ma part auditionné une centaine d'acteurs élus ou professionnels pour parvenir à la production de ce guide sur la maîtrise d'ouvrage urbaine, qui est un sujet qu'on investiguait à l'AMIC pour la première fois. Enfin, j'en profite pour faire de la promotion pour les matinales d'aptitude urbaine à laquelle nous nous associons, qui est un programme qui vise à former tous les publics du projet urbain, et pas seulement les AMO ou les CAUE ou les conducteurs d'opération, mais aussi les élus qui souhaiteraient le faire, et accessoirement même les maîtres d'œuvre, les architectes qui souhaitent passer, on va dire, du côté de la maîtrise d'ouvrage et de la qualité de la commande. Alors François, donc, quels sont ces principaux arguments qui plaident en faveur de la mise en œuvre par la maîtrise d'ouvrage d'une démarche stratégique de programmation? Je pense que d'abord, il faut bien prendre conscience qu'on est... depuis où on pose cette question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette démarche stratégique de programmation, cette programmation urbaine, elle est encore émergente. Et donc, l'enjeu de la formation, que ce soit aptitude urbaine ou que ce soit d'autres biais, et notamment aussi à travers les écoles d'architecture, il est essentiel pour que ça s'immisce dans les pratiques de projets de manière plus naturelle que ça ne l'est aujourd'hui. L'expérience, et c'est sur l'expérience du terrain en tant que bureau d'études qu'on a fondé l'essentiel, en tout cas de notre propos, y compris méthodologique sur la programmation urbaine, nous amène à constater un déficit de stratégie dans les opérations d'aménagement, là où peut-être parfois il y en a à l'échelle de l'aménagement du territoire, elles ne se déclinent pas lorsqu'on opère, comme s'il y avait un clivage, une sorte d'isolat intellectuel quand on approche l'opération, c'est-à-dire d'une certaine manière une part de la concrétisation de l'acte d'urbanisme. Et c'est face à ce constat répété de discontinuité finalement entre des politiques publiques et des applications locales, des discontinuités puissantes aussi entre des politiques publiques qui sont très sectorielles, qui ont du mal à se mêler, et des initiatives locales portées par la société civile. Toutes ces discontinuités, c'est un petit peu le terme, toutes ces séparations constatées sur le terrain nous ont amené à nous poser la question de l'acte méthodologique continu qui permettrait de relier tout cela dans la perspective, à un moment donné, de fonder ce qu'on appelle, nous, l'intérêt général du territoire dans l'aménagement, dans l'opération d'espace. Je dis d'espace, c'est-à-dire l'opération de transformation concrète de l'espace par une opération urbaine telle que l'AMIC le dit, opération signifie qu'à ce moment-là, on est dans un acte de construire, mais de construire à l'échelle, évidemment, d'une opération urbaine. Et c'est donc pas parce qu'on est dans cet acte-là qu'il faut oublier qu'il y a toujours, et a fortiori, c'est vraiment là qu'il y a d'ailleurs ces enjeux, des enjeux à se poser la question de la vocation des lieux. J'ai vu des quartiers partir sans qu'on se soit même posé une seule fois la question du rôle de ce morceau de ville que l'on fabriquait à l'aune de son territoire. C'est-à-dire en quoi ce projet pouvait effectivement jouer le rôle de développement local, de ressources pour le territoire. Non, une chose qui n'était pas posée. Alors d'autres choses étaient posées, en l'occurrence des questions financières, des questions de procédure ou des questions d'image qui constituaient pour les trois que je viens de citer des paradigmes autour desquels finalement le tour de table s'organise, mais en faisant fi de questions plus fondamentales. Pour qui, pourquoi, quoi, de quoi on parle et comment on est capable d'assurer finalement l'application d'une stratégie à un moment donné dans le concret de la construction urbaine. Merci François. Alors effectivement, c'est la raison qui nous motive à mettre en œuvre des opérations de formation donc à la discipline de la programmation ouverte à tous les publics concernés, puisque la programmation n'est pas l'apanage d'une seule profession.
Pour ma part, je vis l'expérience, je contribue au DSA maîtrise d'ouvrage qui vient d'être créé à Belleville cette année, et ça fait maintenant 5 ans que j'enseigne la maïeutique du projet à l'école d'architecture de Versailles, et j'ai un public qui comprend l'intérêt dans une école où c'est pas facile, où souvent l'architecte pense qu'il est là pour faire le projet. Non, il y a effectivement une commande, une collectivité citoyenne qui... il faut éviter la fronde à tout prix. Alors, la programmation, on le comprend, c'est plus seulement la discipline qui vient dire avant les caractéristiques fonctionnelles du projet. La programmation, c'est une démarche qui s'intéresse aussi aux circonstances dans lesquelles s'élabore le projet, son montage, ses conditions de faisabilité. Elle s'invite partout, notamment dans le domaine des enjeux de société. La programmation étend sa fonction habituelle de définition du programme, de son contenu et de ses performances à une mission plus large, indispensable, traitant des questions d'organisation et de gestion du processus de projet. Ma 5e question, elle va à Jodel Zetlaoui-Léger. Pourquoi l'association des personnes concernées par les projets est-elle centrale dans la programmation dite générative? Moi, j'étais formé par Michel Conan, la programmation générative. En quoi la programmation joue-t-elle un rôle majeur dans la mise en place d'un processus de projet collaboratif participatif? Quel intérêt revêt ce type de méthode pour favoriser la qualité du travail de conception? En fait, c'est vrai que ce qui est assez difficile aujourd'hui, encore aujourd'hui, quand on parle de programmation, c'est d'arriver à faire comprendre que c'est autre chose qu'une optimisation entre des coûts et des surfaces. Et que la programmation, c'est bien une activité qui va, tout au long du projet, être le lieu dans lequel finalement, qui va construire le lieu dans lequel les différentes attentes d'un territoire vont se formuler avant de se formaliser. Donc ça suppose comme on le disait déjà un petit peu tout à l'heure, de chercher à repérer l'ensemble des acteurs qui vont être concernés aussi bien par le financement, la gestion du projet et l'organisation ensuite de tout un ensemble d'activités, de pratiques, etc. Donc c'est vraiment une activité qui va générer une construction d'un objectif commun autour du projet, d'attendus communs, qui va permettre d'essayer de traiter le plus en amont possible les conflits qui sont liés à des intérêts forcément divergents entre un ensemble d'acteurs. Et il ne faut pas penser que c'est seulement les habitants qui ont des intérêts particuliers et égoïstes. On a une diversité d'acteurs qui ne partagent pas forcément au départ des mêmes préoccupations pour le projet. Et même ce qu'on constate, c'est que la participation va permettre de dépasser ces intérêts particuliers qui peuvent baisser un niveau d'ambition ou bien donner une valeur très spéculative parfois à l'espace. Et donc, finalement, je dirais que la programmation, alors tu as dit générative, c'est-à-dire qui va fonctionner aussi avec la conception, dans des itérations avec la conception. On l'a dit ce matin, une programmation, elle ne peut pas être complètement figée à mi-parcours d'un projet. On se dit, ça y est, on a complètement établi un programme et ensuite on va dérouler un ensemble de solutions. Donc, par les itérations, on va produire aussi de l'innovation. Et plus on a, je dirais, de diversité de publics et d'acteurs qui contribuent à cette réflexion, plus les innovations sont tout à fait intéressantes. Et aujourd'hui, je le disais un petit peu aussi dans ma précédente intervention, on va avoir une élévation des ambitions sur le développement durable. Et on a aujourd'hui constaté que dans un certain nombre de projets, si je ne veux pas être aussi pessimiste que Jean Didier tout à l'heure sur des projets d'écoquartiers qui se ressembleraient absolument tous, en fait, on remarque qu'il y a quand même un certain nombre d'opérations aujourd'hui tout à fait intéressantes dans lesquelles les aménageurs, par exemple, reconnaissent que le fait d'avoir mis en place des dispositifs participatifs
dans lequel on n'a pas évacué, comme tu le disais, la collectivité, qui est complètement partie prenante de l'ingénierie et de l'animation de cette ingénierie, eh bien, il y a tout un ensemble de solutions, déjà de problèmes qu'on n'avait pas forcément identifiés, de solutions tout à fait intéressantes qui se mettent en place, par exemple, autour d'enjeux de mobilité, d'espaces partagés dont la réflexion va porter depuis le logement jusqu'à un territoire, un espace, l'espace public, jusqu'à même réfléchir à des conditions de mutualisation de cours d'école avec le quartier, avec des préoccupations de différer un certain pourcentage de l'aménagement de l'espace public en attendant les futurs habitants pour affiner cette conception, ce qui veut dire aussi qu'aujourd'hui on sait faire de la participation lorsque les futurs habitants ne sont pas encore connus. Il y a tout un ensemble de démarches qui ont été mises en œuvre et qui aboutissent à donc des résultats tout à fait innovants. Et je dirais que ce qui est aussi tout à fait intéressant, c'est qu'on change dans la façon d'envisager l'innovation, qui aujourd'hui est souvent placée sur une dimension extrêmement, je dirais, écotechnique, avec immédiatement une réflexion sur la mobilisation du numérique qui serait le vecteur de toute innovation. Si le numérique peut avoir tout un ensemble d'intérêts, il y a aussi d'autres éléments qui fabriquent de l'innovation, et c'est justement le fait de mettre ensemble des acteurs qui, a priori, n'ont rien à voir les uns avec les autres, qui permet de fabriquer cette innovation. Et juste pour terminer sur ce plan de l'innovation, parce que vraiment c'est un sujet aujourd'hui qui traverse l'ensemble des politiques publiques, ce qu'on voit, c'est que lorsque des habitants ont été partie prenante des processus de projet, eh bien, ils se positionnent beaucoup plus dans cette dimension expérimentale et ils vivent beaucoup mieux, je dirais, des résultats, des expériences dans lesquelles les ambitions, par exemple, de consommation énergétique, etc., ne sont pas immédiatement au rendez-vous. Donc, ça permet d'être vraiment dans l'expérimentation. Merci, Jodelle. À la condition que ces publics ne soient pas seulement captifs et qu'on ne fasse pas l'expérimentation seulement dans le logement social, c'est bien triste. Alors, pour autant, les projets, à un moment donné, il faut bien qu'ils soient conçus spatialement, ne serait-ce que pour préciser des caractéristiques techniques, pratiques, des ambitions vocationnelles, on l'a dit, vérifier leurs conditions de faisabilité. Pour autant, les conditions de coproduction doivent être remplies pour qu'une itération entre contraintes de programmation et recherche de solutions spatiales permette à la maîtrise d'ouvrage de se fixer une tactique opérationnelle. Donc Jean-Didier Laforgue, comment la collectivité doit-elle s'organiser pour garantir les conditions de déroulement d'une conception spatiale plus conforme à ses ambitions, respectant ses objectifs et les engagements de principe passés avec les populations, surtout quand elle a décidé de concéder la réalisation de son opération à un aménageur? Oui, mais ça c'est effectivement une question qui est extrêmement importante. On pourrait même dire que c'est un peu à la fois une clé de voûte et en même temps un peu une partie immergée de l'iceberg dans la conception urbaine jusqu'à la réalisation des projets. Il y a effectivement souvent des grandes améliorations dans les phases dites amont, c'est-à-dire la capacité de trouver des démarches plus innovantes, etc. Et puis il y a le passage, moment clé un peu de l'aménageur, donc des phases aval techniques où très très souvent, on a eu certainement beaucoup cette expérience-là ici, le projet est à l'aune de considérations technico-économiques, financières, parfois extrêmement opaques, complètement dénaturées. Et donc, effectivement, ça veut dire qu'il y a parfois une grande difficulté à assurer que la parole prise en compte par les habitants dans les phases premières soit effectivement traduite dans les faits, dans les phases plus opérationnelles. Et donc ça, cette question-là, elle pose effectivement le fait qu'un projet d'aménagement est un processus qui doit être continu et interactif, c'est-à-dire qu'en permanence, bien sûr, chacune des phases doit être articulée, qu'il y ait des choses qui soient transmises et qu'on continue en permanence à, on va dire, échanger, travailler sur, y compris les évolutions qui peuvent être rendues nécessaires d'un projet. Donc ça, c'est par exemple une des choses qu'on a considérablement fait intégrer par exemple à l'ANRU, tout le travail autour des protocoles de préfiguration jusqu'à la convention sont fondés sur le fait qu'il y ait
ce dont parlait tout à l'heure François, une vraie conception par la maîtrise d'ouvrage de la vocation de son territoire. Qu'est-ce qu'on veut faire? Comment on veut le développer? Est-ce qu'il peut se développer? Comment est-ce qu'on envisage politiquement l'évolution de ce territoire? Et ensuite, effectivement, de définir des enjeux, de définir un certain nombre de modalités de traduction. Et lorsque l'on est lesté par ce processus, en tant que maîtrise d'ouvrage, on est beaucoup plus capable de faire évoluer, bien sûr, la commande s'il y a nécessité de le faire. Donc ça, c'est un premier point. Et du coup, moi, je dirais que ça repose pour la maîtrise d'ouvrage, mais aussi pour la maîtrise d'œuvre urbaine, et même, je dirais, plus globalement pour la maîtrise d'œuvre, sur le fait d'avoir véritablement, on va dire, une capacité à ouvrir beaucoup plus le dispositif de projet que ça ne peut être fait de manière traditionnelle. Et très généralement, on recourt, par exemple, pour le travail avec les élus, à de véritables séminaires, c'est-à-dire où véritablement, là, je ne sais plus, je crois que c'est toi qui parlais de la maïotique, hein, c'est-à-dire on fait vraiment accoucher d'un projet de territoire, mais de la même manière aussi, je dirais que pour les habitants, il faut absolument recourir à des méthodes intégrées. Aujourd'hui, on fait beaucoup de concertations via des bureaux de communication complètement parallèles qui n'influent pas du tout sur le processus de projet. On pourrait se dire que si c'est fait, c'est que ça répond à une demande. Effectivement, ça protège on va dire, la sphère technique et politique, mais on le paye très cher parce qu'après, forcément, les choses ont très peu de lien entre ce qui est débattu et ce qui est effectivement réalisé. Donc je pense qu'effectivement, l'un des enjeux est certainement de méthode. Hein, on le voit à l'ANRU, par exemple, les effets tout à fait intéressants que ça peut générer, mais c'est aussi une conception du positionnement de ces acteurs techniques qui doit évoluer. Je pense qu'on a beaucoup parlé des concours, c'est un outil, mais je pense que ce qui va être très déterminant dans les années qui viennent, c'est la capacité d'écoute des concepteurs, des urbanistes et leur capacité à traduire un certain nombre d'objectifs, d'attentes, de craintes, plus que de porter ce qui a été sans doute une posture un peu plus ancienne à l'origine de l'AMIC, plus que de porter des projets qui seraient un petit peu conçus en chambre. Merci. Donc, ce qui veut bien dire que la collectivité publique, elle doit rester aux manettes, qu'il faut garantir la continuité, et ce, même si le projet est confié à un aménageur. Ça veut dire aussi que la collectivité a un rôle important, dès lors que, on va le voir, de plus en plus, maintenant qu'on veut lutter contre la limitation de l'étalement urbain, le projet urbain doit se tourner vers le tissu existant, vers un matériel qui est là depuis 2000 ans. Et cette stratégie de projets qui sont multiples doivent dépasser le cadre de l'opération du lotissement. Ça va être difficile, hein, ça. Aujourd'hui, les projets s'intéressent indifféremment aux friches commerciales ou d'activités, ça c'est bien, à la densification des quartiers d'habitat sociaux, il y a de la place, c'est vrai, mais aussi, et c'est le plus difficile, au centre de nos bourgs qui souffrent d'un délaissement caractérisé. La moitié de la France est à vendre, je dis souvent. Le système urbain est en perpétuel mouvement, des ventes de patrimoine ont lieu, la collectivité peut exercer son droit de préemption, pour autant sur les déclarations d'intention d'aliéner. Les CAE mènent un combat sans relâche pour limiter l'étalement urbain. Les outils et les moyens font souvent défaut pour aborder le difficile sujet de la revitalisation des centres, qui sont des centres dont le patrimoine appartient à des propriétaires privés. Bruno Lugaz, ça fait partie des sujets sur lesquels je travaille beaucoup avec les CAUE, sur cette question de la revitalisation de centres. Et quand on parle de revitalisation, on ne parle pas que de l'espace public, on parle du bien privé et de la discussion à conduire avec des propriétaires. C'est donc une façon de faire de l'ingénierie urbaine qui est très différente pour les collectivités. Alors Bruno, est-ce que la démarche stratégique de programmation urbaine peut aider? Est-ce qu'elle peut potentiellement transférer, appliquer comme méthode, permettre de gérer ces contextes, et surtout dans le secteur diffus? Ne peut-elle pas constituer pour les élus municipaux aux commandes une méthode pour entamer la mutation avec les propriétaires, hein? Ne faudrait-il pas expérimenter un cadre de commande plus adapté pour les communes afin qu'elles conservent leurs prestataires, alors moi ce que j'appelle l'accord cadre d'ingénierie d'aménagement, et puis se faire accompagner par ces mêmes prestataires qui ont fait le PLU, hein, l'équipe d'architectes, de paysagistes et autres, face à leur souci de gestion en continu de tous les événements qui vont arriver pendant la durée du mandat?
Oui, tout à fait. Moi, je pense qu'il faut effectivement changer nos méthodes de travail pour aboutir à cette programmation plus intelligente. Alors, moi, ce que je vois, c'est que les élus, l'urbain, ça leur fait peur. Dès qu'on leur parle d'aménagement, ils disent il faut surtout pas en parler. Écoquartier, nous, on n'en parle plus d'écoquartier, ça fait peur. Mais voilà, on leur parle d'autre chose, ça ressemble à des écoquartiers, mais vous voyez, ce sont des nouveaux élus. Non, mais les élus d'il y a 3 ans, ils sont nouveaux, si vous voulez. Donc, ce qui s'est fait avant, il faut changer. Donc, il y a une espèce de renouvellement permanent. Et il y a cette espèce de demande, d'exigence du paysager, du naturel, de moins l'urbain. Ce qui fait peur aux populations et aux élus, c'est toujours l'urbanisation. Il faudrait que ça ne s'appelle pas plan local d'urbanisme. C'est peut-être plan local d'embellissement, d'aménagement, de préservation. Les trams verts et bleus, ça marche très bien, par exemple. Les élus sont très demandeurs. Donc moi, je pense que les CAU, ils sont très mobilisés là-dessus. Les CAU ont des moyens. Les moyens existent, ils ne sont pas fléchés. Hein. Bon, il y a un 93e CAUE qui s'est créé le mois dernier, en Ille-et-Vilaine. Donc, vous voyez, on est dans une phase ascensionnelle. Moi, dans mon département, la taxe d'aménagement, elle rapporte 12 millions d'euros. Hein. J'en ai même pas 10%, pour vous dire. Donc, c'est-à-dire que l'argent existe, si vous voulez. C'est par contre ces stratégies-là sur lesquelles il faut que l'AMIC nous aide à bâtir des... Enfin, je crois qu'il faut peu que vous appeliez construction publique, quoi. Je pense qu'il faut que vous changiez de nom, quoi. On va demander à notre président. Tu as raison de poser la question, mais bon, c'est vrai que moi, je travaille dans le cadre du DSA de Belleville, mais pas seulement, avec le CNFPT, sur les outils qui existent pour discuter avec les propriétaires privés. Ils sont nombreux. Hein. Simplement, ils sont assez méconnus parce que, et j'en parlais encore hier avec la DGALN, c'est vrai que l'organisation en tuyau des ministères joue contre ça, ils le savent, hein, et que souvent, on a tendance à se cacher derrière la procédure, le PLU, la procédure de ceci, et du coup, on ne travaille pas la FUP, on ne travaille pas la FUL, on travaille assez mal la DIA, il y a un certain nombre de choses sur la question du foncier, j'en parlais hier avec François Bertrand, qui m'a dit effectivement, il faut qu'à un moment donné, on s'y colle et qu'on voit dans quelles conditions, finalement, la collectivité peut aller chercher un prestataire, qu'elle garde avec elle. Hein. Je ne suis pas en train de mettre dehors les architectes conseils de l'État ou les paysagistes conseils, mais ils ont que 2 jours par mois. Je ne suis pas en train de jeter dehors les CAE qui sont débordés par le boulot, mais c'est l'idée que progressivement, on pourrait imaginer que l'équipe qui a fait le PLU, quand elle a été bien choisie et qu'elle est excellente, peut accompagner toutes ces petites communes. Je me permets de répondre à la question sur la question, par exemple, des commerces, par exemple, parce que il n'y a pas un élu en France qui n'est pas préoccupé par sa zone commerciale qui a tendance à se dévitaliser, et puis le carrefour du coin, etc. Mais comment on s'organise pour se concerter avec la population, les habitants? Moi, dernièrement, j'ai travaillé sur un centre commercial à 150 millions d'euros dans la banlieue de Genève pour attirer la clientèle suisse, finalement. Rez-de-chaussée, 3000 places de stationnement, 150 millions d'investissements. Mais si vous voulez, c'est une aberration, quelque part. Voilà. Mais bon... On n'a pu que... Alors, il y a eu un concours, loi MOP, tout était respecté, le truc est très beau. Mais la genèse du projet n'a pas été suffisamment pensée, concertée avec, y compris les Suisses. Parce que les Suisses, ils sont demandeurs, ils viennent acheter en France parce que c'est moins cher. Voilà. Donc, il y a aussi de ce flux de clientèle qu'il faut... Et le logement, c'est aussi... Nous, par exemple, on est dans un département qui était la banlieue de Lyon. Les gens, ils viennent chez nous parce que c'est moins cher, finalement. Ah. Donc, ils cherchent du cheap, finalement. Ah. Et ça, les offices HLM l'ont compris. Ouais. Merci. Effectivement, cette question des territoires, elle est largement malmenée par la question effectivement économique. Et souvent, les politiques publiques sont mises à mal par les plus gros des investisseurs, finalement. Alors, dernière question avant d'aller déjeuner. La programmation urbaine est l'apanage de la collectivité maître d'ouvrage des opérations urbaines. On a bien dit opération urbaine. C'est elle qui doit mettre en place une démarche appropriée aux enjeux du projet et qui sert normalement les intérêts de la collectivité dans son ensemble. Cette mission qui garantit le respect des intérêts de cette collectivité est mise en œuvre en interne dans les services ou confiée à un prestataire extérieur, mais dans tous les cas, vraisemblablement conservée, c'est dans son intérêt, auprès de la collectivité territoriale, et ce, indépendamment des conditions dans lesquelles l'opération sera conçue et mise en œuvre ultérieurement. Imaginons qu'un aménageur arrive et que l'opération soit conçue par l'aménageur avec sa propre équipe. Alors François, dernière question, que recommander aux collectivités maîtres d'ouvrage d'une opération urbaine concernant les conditions de recours à une AMO urbaine, surtout dans le cadre d'une concession de l'opération à un tiers aménageur? Quel rôle de l'AMO urbaine? Quelles doivent être ses principales missions? Tu as le mot de la fin conclusif.
Alors l'AMO urbaine dont tu parles, c'est l'ingénierie qui est évoquée dans le guide de la MIC, hein, et qui en l'occurrence doit être une ingénierie qui représente les intérêts de la collectivité tout au long du processus, y compris quand l'aménageur arrive. On parlait tout à l'heure effectivement des discontinuités qui peuvent arriver dans les processus de projet. Le bon diagnostic de ces situations-là, c'est les habitants. C'est-à-dire que quand vous engagez un travail avec les habitants où ils sont en relation avec des agents de la collectivité, les élus, et que brusquement, ça change, et c'est le chef de projet de la SEM locale, ou enfin de l'aménageur, qui prend le relais, et puis il constate surtout avec effroi que la collectivité a disparu. On a là quelque chose d'assez courant qui existe et qui, en tout cas, crée une discontinuité à un moment extrêmement stratégique, qui est le moment du passage d'une approche amont, qu'on dit amont, stratégique, à une approche qui doit rester stratégique dans les moments d'approfondissement opérationnel qui ne doivent pas être, en tout cas, déconnectés des ambitions qui ont été préalablement énoncées par la collectivité. Ça me permet de dire que c'est assez intéressant de voir comme le terme de politique a été assez peu évoqué, et je pense que quand on a parlé de maîtrise d'ouvrage, on a beaucoup ressorti la question d'une maîtrise d'ouvrage efficace et opérationnelle, et assez peu la question d'une maîtrise d'ouvrage certes opérationnelle mais politique. On n'arrivera jamais à faire le lien avec les citoyens si on ne donne pas une teneur politique à cette maîtrise d'ouvrage, qu'en l'occurrence, on le dit souvent, et notamment à Aptitude, mais cette question de la chose politique et de l'intérêt commun, c'est bien la matière première un peu plastique et à travailler qui donne tout son intérêt finalement à la rencontre entre les élus, d'une part, et les habitants d'autre part. Ce qui d'ailleurs signifie que les habitants sont légitimes, en l'occurrence à leur participation à un processus d'aménagement, y compris concret. Et donc cette matière première-là, elle est évidemment, elle doit rester au cœur de ce qu'on appelle cet AMO de programmation, qui doit surtout être tout sauf un dispositif techno, au sens où on pourrait l'interpréter ou mal l'interpréter malgré tout, puisque cette notion d'AMO de programmation, c'est déjà de considérer qu'il y a une charpente qui est la démarche de programmation, celle qu'on évoquait tout à l'heure, et qui conduit à l'élaboration à la fois des contenus et au management d'une démarche associant les acteurs, parce que c'est les deux faces d'une même pièce, hein, évidemment, et élaborer des contenus sur la vocation d'un lieu, sur le projet de vie et de gestion d'un lieu, si on le fait sans les acteurs, on le fait en chambre, évidemment, c'est voué à l'échec. Donc c'est en travaillant avec les acteurs, et donc y compris les habitants, et en manageant ce travail-là, qu'on peut effectivement engager cette démarche. Cette démarche, ça peut être mal interprété, mais elle doit, dans la mesure du possible, rester indépendante de l'acte de conception spatiale et technique. Ça ne veut pas dire que l'acte de conception spatiale et technique est un ennemi de cette démarche, bien au contraire. On en parlait tout à l'heure, c'est un travail simultané. Mais quand je dis indépendant, c'est que c'est important que la maîtrise d'ouvrage soit reliée organiquement, presque contractuellement, à une démarche qui est la sienne, maîtrise d'ouvrage, territoire, et que ça puisse permettre de clarifier ce dialogue avec le travail à proprement parler de la maîtrise d'œuvre urbaine, tel le terme, on va dire, tel qui peut être un peu apparaître comme réducteur, et que c'est pas du tout pour isoler la maîtrise d'œuvre urbaine et pour dire vous la programmation c'est pas votre chose, c'est bien pour justement fabriquer ce dialogue, y compris sur des sujets touchant à la programmation. Deuxième point, l'AMO de programmation, donc c'est évidemment charpenté autour d'une démarche de programmation, mais l'AMO, ça veut dire qu'on se pose, nous, sur le terrain, souvent, ces problèmes d'articulation entre les objectifs et les moyens. Et notamment la possibilité déjà d'instruire des questions, y compris financières ou de montage, le plus en amont possible, quitte d'ailleurs parfois à associer des opérateurs le plus en amont possible dans les phases dites stratégiques, de manière à éviter l'effet peau de chagrin où on fait un super projet, puis ensuite, clac, l'aménageur arrive et puis on réduit tout et puis ça va à volo. Un peu comme d'hab, comme on dirait. Donc du coup, cette AMO de programmation, elle consiste vraiment à associer des considérations financières, administratives, juridiques à une démarche continue d'élaboration du projet. Puis enfin, pour finir, donc, le travail de conception spatiale et technique de la maîtrise d'œuvre urbaine, qui n'est pas qu'un travail
qui touche au spatial et au technique, qui est un travail qui est beaucoup plus large, qui apporte aussi une dimension culturelle, une représentation de ce qu'est l'urbain et une relation aussi aux acteurs du territoire, ne doit pas être cantonné évidemment dans une fonction séparée, doit travailler simultanément à cette ingénierie d'AMO de programmation, mais chacun a d'une certaine manière ses finalités propres et il faut pouvoir, en tout cas pour ce qui est de l'AMO de programmation, la rendre parfaitement lisible, notamment si on fait référence aux citoyens, aux habitants, qui ont besoin de savoir quel est le chemin critique par lequel ils passent et à partir duquel ils s'appuient pour apporter leur contribution au projet. Merci François pour cette conclusion, et je crois que c'est important de dire qu'effectivement la démarche programmation, on lui souhaite bonne route et on espère qu'elle sera source d'une vraie transition politique qui prendra en charge un peu mieux les changements de société d'une part, et puis d'une transition méthodologique dans les manière de travailler ou de professionnaliser la maîtrise d'ouvrage pour travailler autrement avec la maîtrise d'œuvre. J'en profite souvent pour dire que les maîtres d'œuvre ont souvent témoigné qu'ils travaillaient beaucoup parce que la commande était très mal formulée. Merci de votre attention.